Très intéressant, c'est une information qui est assez, qui a été peu mise en avant. J'ai pu voir dans les audits de production, il y a une clause chez France Télévisions, quand votre marge réalisée dépasse de plus de 5 points la marge convenue au devis, c'est la société de production qui doit rembourser notamment l'audit de production. Et en l'occurrence, pour Mediawan, il y a des émissions comme C'est à vous, où il dépasse de plus de 10 points la marge par rapport à ce qui est convenu dans le devis, et pour autant, Mediawan n'a pas remboursé l'audit de production. C'est France Télévisions, donc nos impôts, qui ont payé cet audit, alors que la clause spécifique, c'est à la société de production de rembourser l'audit quand il y a un tel dépassement, quand il y a une telle surfacturation. Bon, j'ai posé la question à la direction de France Télévisions, parce que il y a une forme de favoritisme quand vous voyez ça qui est mis en place pour une société de production, Mediawan qui bénéficie de 110 millions d'euros par an de contrat, c'est la première société, c'est un montant qui est colossal. J'ai posé la question aux dirigeants de Mediawan et à la direction de France Télévisions, j'ai pas eu de réponse. Et personne ne m'a dit que cette société-là rembourserait in fine en application de la clause et en respect aussi de l'argent des Français qui financent ces contrats. Virginie Leguet, vous avez une question à poser à Charles Aloncle. Monsieur Aloncle, bonjour. J'ai pas tout écouté, mais j'en ai écouté pas mal, des auditions, de vos questions, des réponses. Ça a été une commission d'enquête extrêmement controversée, extrêmement suivie, qui intéresse beaucoup les Français. Si vous deviez, on ne sait pas encore si votre rapport va être publié, mais si vous deviez tirer une leçon de ce travail que vous avez fourni, ainsi que les autres membres de la commission, ou plutôt une chose essentielle qu'il faudrait faire pour réformer le service public, qu'est-ce que vous diriez? Une bonne leçon et une mauvaise leçon? Parce que peut-être vous avez nuancé votre position sur le service public, ou peut-être vous l'aviez durci, je ne sais pas, mais j'aurais aimé vous entendre là-dessus. Je dirais la priorité principale, c'est celle de mettre fin à des conflits d'intérêts, celle de mettre fin à une captation d'intérêts et de marchés publics par quelques-uns, notamment des dirigeants de sociétés de production. Je vais vous prendre 2 ou 3 cas. Par exemple, le cas de Bernard-Henri Lévy. Bernard-Henri Lévy, il est président du conseil de surveillance d'Arte depuis 32 ans. La limite d'âge a été repoussée à 2 reprises pour que Bernard-Henri Lévy continue à exercer sa présidence du conseil de surveillance. Et on a appris, j'ai révélé dans le cadre de la commission d'enquête, que Bernard-Henri Lévy avait vendu à Arte 750 000 euros de contrats entre 2011 et 2022 à Arte. Donc vous avez le président d'un conseil de surveillance de chaîne qui a un pouvoir très important sur la chaîne, qui vend à sa propre chaîne 750 000 euros sur 10 ans, près de 10 ans, de contrats de documentaires et de films qui produisent. Et combien de personnes qui sont dans ce conflit d'intérêt à votre avis? Vous avez cité Bernard-Henri Lévy, mais... Il y en a énormément. Je peux vous parler par exemple de la directrice de la fiction, j'ai pas besoin de donner de nom, directrice de la fiction, qui est l'un des budgets les plus importants de France Télévisions, qui devant notre commission d'enquête sous serment, nous a dit oui, effectivement, je passe des vacances chez un producteur important qui bénéficie de contrats avec France Télévisions. Et alors elle a dit qu'elle s'était déportée, qu'elle ne prenait pas la décision quand quand je lui demande comment vous vous déportez, parce que c'est la moindre des choses de se déporter, qui décide à votre place des contrats attribués à ce producteur chez qui vous passez des vacances, alors que vous êtes à la tête de l'un des premiers budgets de France Télévisions où vous gérez notre argent. Là, elle nous dit ce sont mes N-1 qui instruisent les dossiers. Alors qu'elle a un lien hiérarchique, elle nous explique qu'en fait cette procédure de déport qui consiste à donner à ces N-1 l'instruction du dossier suffit à éloigner tout conflit d'intérêt. C'est un exemple parmi d'autres. Il y en a eu bien d'autres. J'ai parlé allègrement de Nathalie Darrigrand, ancienne directrice exécutive de France 5, qui signe des contrats importants pour une société de production Together, des émissions importantes de France 5. Elle se fait licencier de France Télévisions. Elle prend près de 400 000 euros d'indemnité de licenciement pour se retrouver quelques mois après à la tête de ces mêmes émissions dans cette société privée pour laquelle elle a signé des contrats. Il y aurait combien de personnes selon vous qui seraient en conflit d'intérêt, à part les noms que vous avez cités? Il y en aurait des dizaines, il y en aurait une centaine, il y en aurait combien? Il y a beaucoup de dirigeants. Pardon si je ne peux pas poser un nombre exact, mais je vous cite, voyez, des dirigeants de la chaîne Arte, des dirigeants de France Télévisions. Ce que je veux dire aussi, pour pas mettre tout le monde dans le même sac, c'est que chez Radio France, les conflits d'intérêts, honnêtement, ils sont nettement moins nombreux, parce que Radio France produit en interne une immense majorité de leurs contenus. On va devoir marquer une pause, c'est l'heure du journal, et on se retrouve tout de suite après. Évidemment, vous pouvez poser vos questions à Charles Aloncle, 0826 300 300. À tout de suite. 10h midi, mettez-vous d'accord. Sud Radio. Parlons vrai. Tous les jours, rendez-vous le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Et notre invité ce matin, émission un peu spéciale mais qui vous intéresse, qui vous passionne, cette commission d'enquête sur l'audiovisuel public va être, donc le rapport a été rendu hier, plus de 500 pages, les députés aujourd'hui vont commencer à le consulter Charles Aloncle, vous êtes notre invité, donc le rapporteur de cette commission d'enquête. Les députés vont pouvoir le consulter dans un local, ils n'ont pas le droit à leur téléphone, ils n'ont pas le droit de prendre de photos. Comment ça se fait? C'est très encadré, un cérémonial. Alors c'est pas que pour cette commission d'enquête, c'est pour l'ensemble des commissions d'enquête. Donc c'est à huis clos, dans une salle fermée, contrôlée et surveillée par des huissiers systématiquement, où les députés ne peuvent pas avoir leur téléphone portable. Donc ils peuvent pas prendre en photo, ils peuvent pas photocopier, ils peuvent pas imprimer. Il y a un exemplaire du rapport en papier sur une table, sur une table, et ils peuvent venir le consulter. Ils ont combien de temps? Ils peuvent pas arracher évidemment des pages. Et donc ça c'est pendant 3 jours. C'est un délai réglementaire. Lire 500 pages, ça prend du temps quand même si on le fait sérieusement.
Oui, alors il y a un plan détaillé, il y a des recommandations qui sont encadrées, il y a un tableau à la fin de propositions de réduction de dépenses. Donc tout ça, je pense qu'ils sauront vers quel. Il y a une introduction aussi que j'ai rédigée qui résume à peu près l'état des travaux, donc ils sauront où aller. Mais effectivement, c'est très encadré pour éviter notamment les fuites et pour éviter aussi toute pression extérieure avant le vote lundi. Vous avez eu des pressions, vous ? Ah oui, ça, je vous cache pas qu'en 6 mois, des pressions, elles ont été nombreuses. Politique. Après, je me suis politique de toutes sortes, effectivement. Et en fait, ces pressions ont été croissantes à mesure que je m'intéressais aux sociétés de production. J'ai eu quasiment pas de pression quand on a fait le premier chapitre sur la neutralité, les entorses éditoriales, le manque de pluralisme. Ça, il n'y a pas eu vraiment de pression. Bon, il y a eu l'audition de Patrick Cohen et Thomas Legrand qui a été un peu houleuse, mais ce n'était rien par rapport à ce dernier chapitre de la commission d'enquête que j'ai ouvert sur les sociétés de production, sur ce fameux milliard d'euros annuels attribués chaque année à des sociétés de production dans un phénomène d'hyperconcentration. Et je tiens à le dire, les mêmes députés de gauche et macronistes qui expliquent, qui s'émeuvent d'un risque de privatisation, n'arrivent même pas à voir que la privatisation est déjà en cours sur le service public de l'audiovisuel. Quand vous externalisez pour 1 milliard d'euros par an à des sociétés privées qui produisent des contenus pour le service public, c'est déjà une forme de privatisation. Donc je trouve qu'il y a une absence de cohérence totale de ces députés de gauche et macronistes qui devraient, comme moi, dénoncer les conditions très laxistes d'attribution de contrats à ces sociétés. Alors, je présente nos invités Brice Sokol, politologue, essayiste, Virginie Leguet, journaliste, éditorialiste politique à France Info TV, et Benoît Perrin, directeur de Contribuables Associés. Brice Sokol. J'avais juste une chose dans le principe, un détail très important. Ça va se faire à main levée. On saura quel député s'oppose ou pas à la publication. Oui, et effectivement, c'est un détail qui n'est pas négligeable parce que le fait d'être à main levée responsabilisera davantage, je crois, les députés. Monsieur le député, moi j'aimerais vous interroger sur le rôle vraiment des commissions d'enquête. Dans la précédente mandature, il y avait eu 11 commissions d'enquête, 19, plus de 19. Là, sous François Hollande, il y en a eu 17, sous Sarkozy 6. Ça veut dire que lorsque le Parlement est affaibli, depuis 2024, depuis la dissolution de 2024, on a un Parlement affaibli, on a du mal à trouver des majorités, on a vécu un budget un peu épique. Est-ce que ça veut dire que lorsque le Parlement est affaibli, finalement, les parlementaires, le travail parlementaire se fait aussi dans le cadre de ces commissions d'enquête? Est-ce que ces commissions d'enquête se substituent, j'allais dire, à la pratique parlementaire habituelle? Deuxième question. Dans ce cadre-là, est-ce que certains parlementaires ont dit mais les députés jouent aujourd'hui un rôle de procureur, ne sont plus uniquement des parlementaires. Marine Le Pen a dénoncé une dérive de ces commissions parlementaires qui consiste à servir de commission d'enquête pour essayer de nuire à ses adversaires politiques. Comment vous, qui avez présidé une commission d'enquête, vous voyez un peu le rôle de ces commissions dans cette mandature-là? C'est une très bonne question. Généralement, on a tendance à simplifier le rôle et la mission des parlementaires en les résumant au vote simple de la loi. Certes, nous, on est là pour voter la loi, mais il y a quand même l'article 24 de la Constitution qui explique que le rôle de l'Assemblée nationale, c'est aussi de contrôler l'action du gouvernement et d'évaluer les politiques publiques. Et c'est un rôle qui, je crois, pendant nombreuses années, a été oublié. On a trop réduit les députés au simple vote de la loi. Donc, il faut revenir quand même à ce rôle et à cette responsabilité. Et je pense que, et c'est parfaitement sain, certes, la Cour des comptes rend des rapports, mais il faut aussi que le Parlement, sur le sujet de l'audiovisuel public comme sur bien d'autres politiques publiques, se saisisse aussi de cette prérogative pour faire toute la lumière, toute la transparence aux Français sur comment leur argent est utilisé. D'autant plus qu'on est dans un moment où les intérêts de la dette explosent, ça nous coûtera bientôt 100 milliards d'euros, on est en train de perdre en souveraineté et de se déclasser à cause de ce poids massif de la dépense publique, alors que nos services publics, année après année, ne se portent pas mieux. On demande toujours plus d'efforts aux Français, ils se serrent davantage la ceinture, mais on a l'impression que les services publics se dégradent. Donc je crois que dans ce moment de responsabilité, c'est aussi fondamental que les parlementaires passent plus de temps dans leur quotidien à évaluer les politiques publiques plutôt qu'à simplement voter les lois. Des lois, on en a beaucoup. Il faudrait aussi faire un peu autre chose. Alors Guy est en ligne avec nous. Vous aviez une deuxième... Oui, il a répondu à vos... Juste une petite question, c'est que, vous savez, aujourd'hui, les Français n'ont plus confiance en la politique nationale. Parce que on est vraiment, on ne fait pas. On fait des constats, on fait des études, on fait des commissions d'enquête. Mais les Français nous disent, nous, dans les sondages que l'on fait, on veut des résultats, on veut du concret à l'échelle locale, ça se voit. Votre commission d'enquête, une fois qu'elle aura été éventuellement publiée, présentée au grand public, est-ce que vous attendez du gouvernement qu'il agisse ? Et de quelle manière? Alors, je vois que les lignes bougent déjà. C'est ce qu'on en parlait au début de l'émission, mais Sébastien Lecornu, alors que le vote du budget avait déjà été fait quelques semaines après, en pleine commission d'enquête, a demandé des efforts supplémentaires à France Télévisions pour réduire la voilure et faire des économies. On voit que France Télévisions a annoncé un plan de transparence, notamment sur les rémunérations. On parlait du Festival de Cannes, où ils ont expliqué qu'il y aurait plus de suite à 1850 € la nuit pour des dirigeants, sauf peut-être pour Delphine Ernotte, mais ce serait plafonné à 500 € la nuit. Il y a moins d'émissions qui descendent. Il y a moins d'émissions qui descendent. On a appris, par exemple, qu'une émission
émission, une grande émission de Nagui cet été qui coûtait très cher pour une audience quand même relativement faible, allait être annulée cet été et au profit de programmes qui feraient probablement un peu plus d'audience et qui rémunéreraient moins les producteurs ou les animateurs producteurs. Donc on voit que les lignes bougent, on voit qu'il y a une responsabilité supplémentaire dans l'usage de l'argent public. Donc je pense que c'est aussi le résultat direct d'un projecteur qui est braqué à l'Assemblée sur l'utilisation de l'argent public. Guy est en ligne avec nous. Bonjour Guy. Oui, bonjour Valérie. Bonjour. Même question, vous avez suivi la commission d'enquête ? Oui, tout à fait. Et je voulais faire l'un ou l'autre commentaire, peut-être une question à monsieur le député Alonc. C'est que dans toutes les entreprises, qu'elles soient publiques ou privées, il y a des comités d'audit ou des comités d'éthique. Est-ce que la commission et le député Alonc a eu connaissance des rapports de ces comités d'audit internes et de ces comités d'éthique? Première question. Et deuxième question, pour que les résultats de la commission ne soient pas un coup d'épée dans l'eau, et je pense que chacun d'entre nous le souhaite, il faudrait véritablement que ces comités d'audit et ces comités d'éthique puissent poursuivre leur surveillance en interne afin que les dérives qui ont été observées ne se reproduisent plus dans le futur. Ouais. C'est une excellente question. Ça existe, les comités d'éthique à France Télévisions? Vous avez aussi une équipe d'audit interne. Et j'ai été très surpris d'apprendre, dans le cadre de cette commission d'enquête, que sur 9000 salariés chez France Télévisions, en dépit des rapports accablants de l'IGF et de la Cour des comptes, est-ce que vous savez combien il y a de membres de l'équipe d'audit interne? Sur 9000 salariés, il n'y en a que 5. Il n'y a que 5 personnes chez France Télévisions chargées de la lutte contre la fraude et de l'audit interne pour une entreprise qui a un budget de plus de 3 milliards d'euros par an. En plus de l'argent public. Donc, je veux dire, au total, c'est de l'argent public. Donc, ça montre le sentiment de gravité. Donc, moi, je ne comprends pas pourquoi une équipe d'audit interne est autant sous-dotée chez France Télévisions, alors que les montants sont considérables, alors qu'il y a des suspicions très importantes sur une mauvaise utilisation de l'argent public. Donc, à l'évidence, il faudra muscler et mieux doter une équipe comme celle-ci. Et après, il y a des comités d'éthique, ce qu'on appelle des comités d'éthique, mais qui, eux, ne s'intéressent qu'à la ligne éditoriale. Donc, qui s'intéressent et qui sont chargés de voir si les principes de pluralisme, de neutralité, d'honnêteté, de l'information notamment, sont parfaitement respectés. Et on a pu le voir dans la commission d'enquête. Celui de Radio France fonctionne plutôt bien, il faut le dire. Ils se réunissent souvent, ils émettent un certain nombre de recommandations, ils se saisissent. Par contre, celui de France Télévisions est totalement défaillant. Sur la seule année 2024, il y a que 4 comités d'éthique qui ont été réunis. Encore une fois, c'est des comités d'éthique qui sont pas vraiment indépendants parce qu'ils sont nommés par le conseil d'administration de France Télévisions. Et à la tête de ce comité d'éthique, vous avez Christine Albanel, ancienne ministre de la Culture, qui a été collègue de Delphine Ernotte chez Orange. Elles siégeaient toutes les deux au conseil d'administration d'Orange et qui a eu pour collaborateur principal, quand elle était ministre et à la tête du château de Versailles, le secrétaire général actuel de France Télévisions, Monsieur Tardieu. Donc vous avez une présidente du comité d'éthique de France Télévisions qui est censée rendre souverainement et en toute indépendance des avis sur les écarts à la neutralité, qui est une ancienne collègue de Delphine Ernotte et l'ancienne manager du secrétaire général de France Télévisions. Donc là encore, on parlait de conflit d'intérêts. Un comité aussi important et qui devrait être d'une totale impartialité, honnêteté et indépendance, et en fait, juste une officine qui valide des décisions de la direction de France Télévisions. Ouais, Benoît Perrin, vous avez une question. Je veux savoir, qu'est-ce qui vous a le plus choqué? Est-ce que c'est la mauvaise gestion de l'argent public ou alors l'espèce de manque de pluralisme idéologique dans la direction de l'audiovisuel public? Parce que, je pense que sur le pluralisme, il y a quand même, les Français sont témoins de façon quasiment quotidienne de nombre de manquements et de nombre d'entorses. Sur les derniers jours, dernières semaines, vous avez pu entendre par exemple Éric Ciotti comparer, c'était le soir du premier tour des élections municipales sur le plateau de France Info TV, il a été comparé à Benito, enfin à Mussolini. Oh, c'était hors antenne. Alors c'était hors antenne, mais on l'a entendu malgré tout, et ça venait quand même d'une personne importante du service public. Vous avez Jordan Bardella qui avait été comparé à Hitler avec l'effet Von Papen récemment. Vous avez une chronique de Patrick Cohen 4 jours avant les municipales à charge contre le Rassemblement National. Qui était étonnante. Vous avez l'affaire Cohen et Legrand. Il est éditorialiste en même temps. Il est éditorialiste, mais bon, on sent que les éditos sont quand même toujours ciblent toujours les mêmes partis. Bon, tout ça pour dire que les Français sont témoins depuis des années d'un certain nombre d'entorses de façon quasiment quotidienne ou hebdomadaire sur les antennes du service public. Donc je ne suis pas sûr que, au-delà du fait de les avoir documentés, d'avoir essayé d'être le plus exhaustif possible, les Français aient été stupéfaits des révélations de la commission d'enquête sur ce point. En revanche, sur la partie financement, gestion financière et surtout conflit d'intérêts, les liens avec les sociétés de production, le fait que Media One, première société de production, a bénéficié des contrats de France Télévisions, et pour fondateur, par exemple, Monsieur Pigasse et Xavier Niel. Monsieur Pigasse, qui admet, il fait la une de Libération il y a quelques mois, il explique qu'il mettra tous les moyens à sa disposition pour lutter contre la droite radicale. Donc on entend aussi qu'il pourrait mettre son entreprise qui produit des émissions pour le service public dans ce combat politique et culturel en rupture totale avec les objectifs à valeur constitutionnelle de, par exemple, de pluralisme, d'honnêteté. Donc c'est tout ça, tous ces faits qui quand même posent question sur le fonctionnement du service public, qui je pense ont été parmi les révélations les plus importantes de nos travaux. Donc commission d'enquête sur la neutralité, le fonctionnement et le financement de l'audiovisuel public. Donc ces 3 aspects sont évoqués évidemment dans votre rapport et qui sera rendu public s'il est voté.
Il sera rendu public effectivement une semaine après le vote, donc je croise les doigts, mais il sera rendu public probablement le 4 mai. Et vous pensez qu'il sera public? Vous pensez qu'il sera rendu public? J'ai de bonnes chances de penser que les députés, dans leur majorité dans cette commission d'enquête, voteront pour la publication du rapport, qu'ils soient de droite, de gauche ou macronistes. Tout le monde convient qu'il y a eu un travail colossal qui a été mené. Il y a eu énormément d'auditions, il y a eu beaucoup de révélations, il y a eu un travail fouillé, méticuleux. Il y a eu plus de 1000 documents que j'ai moi-même audités pour essayer de réaliser un certain nombre de questions et de travaux. Donc voter contre le rapport, ce serait un immense gâchis et ce serait mettre le couvercle sur ces 6 mois de travaux qui ont intéressé, je crois, les Français. Et c'est normal parce qu'on parle de leur argent sur des montants qui sont considérables. 4 milliards, c'est la moitié du budget du ministère de la Culture. Quand vous voyez qu'il y a 50% du budget du ministère de la Culture attribué à l'audiovisuel public, mais que dans le même temps, vous avez que 4,5% attribué à la sauvegarde du patrimoine en danger. Et le patrimoine en danger, c'est 67 000 monuments comme des théâtres, des phares, des moulins, des églises rurales qui sont menacées de disparition. C'est aussi un quart des monuments protégés qui sont menacés de disparition. Et vous avez que 4,5% du budget du ministère de la Culture qui est attribué à la sauvegarde de ce patrimoine contre 50% du budget du ministère de la Culture pour l'audiovisuel. Donc voilà, ce serait faire preuve de responsabilité que de voter aussi pour le rapport. On peut pas exiger la transparence et ne pas l'appliquer au travail qui est fait sur cette transparence. Est-ce qu'on ne pourrait pas, à la suite de cette histoire de publication de rapport, est-ce que la première chose à faire, ça serait pas très simplement de supprimer cette histoire de règlement qui donc permet la publication d'un rapport qu'à partir du moment en fait où il y a l'approbation de la commission. Je vous rappelle juste un historique qui me semble important. En 2011, il y avait eu un rapport très intéressant sur le financement des syndicats mené par un député centriste, Nicolas Perruchot, rapport qui n'a pas été voté et donc du coup qui sera rendu public en 2036. Et si votre rapport n'est pas voté par la commission, il sera public en 2051. Et donc, vous êtes passible de peine de prison. Voilà, donc est-ce qu'il faut pas revenir sur cette loi, ce règlement qui me semble être débile? Parce que l'argument, c'est quoi pour pas publier, de ne pas voter, c'est qu'on n'est pas d'accord avec le recensement qui a été fait? Non, même pas, parce que vous pouvez expliquer que vous n'êtes pas d'accord avec l'ensemble des recommandations qui figurent dans le rapport, et dire voilà, je vote pour, mais je suis pas forcément d'accord. Donc non, Monsieur Perrin l'a rappelé, il y a eu qu'un seul cas de commission d'enquête où le rapport n'a pas été publié, donc qui a fini par censurer l'intégralité des travaux. C'était sur un sujet sensible de financement des syndicats. À l'évidence, et je le rappelais, c'est pas les travaux, c'est pas les auditions qui ont entraîné ce front anti-commission d'enquête. Avant même que cette commission d'enquête démarre, il y a eu un front très important de députés de gauche et macronistes qui se sont opposés à la création même de cette commission d'enquête. C'est la première fois, et c'est très rare, qu'une commission d'enquête d'un groupe d'opposition, alors qu'il est tradition à l'Assemblée de toutes les laisser adopter, ça s'est joué à quelques voix près. Il y a eu un front colossal. Donc il faut pas s'étonner 6 mois après que ces mêmes députés socialistes et macronistes, pour la plupart, s'opposent à la publication du rapport, alors qu'ils étaient les premiers à nous expliquer qu'il n'y avait rien à voir sur l'audiovisuel public et que le seul fait de poser des questions à des dirigeants ou des journalistes de l'audiovisuel public était une forme d'attaque de l'état de droit. Ils représentent combien de personnes, ces députés?